Vous l'attendez, une très belle conférence maintenant, donc sur la marche. Alors parce que la marche, les bénéfices pour la tête et pour le corps. Comme on va en discuter, donc la marche c'est un moyen de préserver la santé physique et morale. Elle aide à guérir après une maladie. Elle peut aussi en prévenir d'autres. Nous allons en discuter. Et donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir donc Cynthia Fleury, qui est philosophe donc et psychanalyste, et le docteur Jean-Louis Etienne, médecin, écrivain, président d'Océan Polaire, le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, le concepteur de PolarPod. Vous êtes aussi l'auteur de très nombreux ouvrages, dont le dernier, Dans mes pas, est disponible auprès de la librairie et vous pourrez le signer. Donc voilà, donc merci à vous. Une conférence animée par Étienne Gernel, le directeur du Point. Étienne, je vous passe la parole. Animée, si le micro marche, oui. Voilà. Donc on va partager le micro parce qu'on est assez partageurs, nous, au Point. Je suis ravi d'avoir ces deux invités aussi différents que pertinents autour de la table. Juste une chose, souligner, Cynthia Fleury, que vous êtes la titulaire de la chaire Santé et Humanité au Centre national au CNAM, au Centre des arts et métiers, et à l'hôpital Sainte-Anne, où vous avez créé une chaire de philosophie à l'hôpital, qui était à l'Hôtel Dieu avant. Vous êtes à Sainte-Anne maintenant, et ça commence à essaimer un petit peu partout. C'est votre grand projet. Et qui est d'ailleurs très excitant, je trouve. Bah oui, non, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et c'est une invention, et vous êtes par ailleurs au Comité national éthique. Et Jean-Louis Etienne, alors vous êtes un médecin, ancien interne en chirurgie, mais vous avez peu manié le bistouri, et un peu plus la paire de chaussures, avec des grosses chaussettes, parce que vous avez fait ça, vous avez même traversé l'Antarctique, un chien à traîneau, ça a duré, je ne sais plus, 7 mois, voilà, 7 mois. Voilà, il est comme ça. Il a navigué avec Tabarly sur Penduic 7, c'est ça 6. Ah ben, j'avais un Penduic d'avance, pour une fois que je suis en avance sur quelque chose. Et vous êtes écrivain aussi, et vous avez un nouveau projet qui s'appelle PolarPod, qui est une plateforme qui va dériver autour de l'Antarctique pour aller découvrir tout ça. Donc c'est un peu moins marchand, on va dire, comme allure, mais ça permet aussi de découvrir beaucoup de choses. Moi, j'ai quand même envie de vous demander tous les deux, pourquoi vous marchez? Est-ce que vous marchez, vous, dans la vie? Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Avec celui-là, bah voilà, il va arriver l'autre micro. Donc, moi, je vais faire cesser tout de suite l'illusion d'être un marcheur de la glace ou de la montagne. Voilà. J'aimerais bien faire croire ça, mais non. Non, du tout. Moi, j'ai un usage, en revanche, déterminant et très réflexif, presque cognitif de la marche. J'ai écrit tous mes livres, d'abord en marchant. Donc, c'est comme ça que je déploie mon raisonnement, et en l'occurrence plutôt à l'intérieur des villes, parce que je pense que voilà, c'est une manière de défendre l'urbanité voilà, autrement. Et donc c'est très utilitariste d'une certaine manière, parce que je ne marche pas pour marcher, mais je marche effectivement, je ne vais pas dire pour penser, mais pour mettre en ordre un certain type de raisonnement. Et alors vous, pourquoi vous êtes allé merci beaucoup pour ça. Pourquoi est-ce que vous êtes allé au pôle Nord à pied? Et très franchement, vous ne pouvez pas aller en hélico comme Nicolas Hulot, je sais pas, en hydravion. Quelle est la raison de cette passion, de ce mode d'exploration par la marche? Écoutez, je suis allé au pôle Nord, j'étais à un âge mûr déjà. Vous voyez, j'avais 40 ans, donc j'avais prêt à marcher. Je rebondis sur ce que disait Cynthia. Effectivement, elle écrit en marchant, tout ça pour dire qu'on ne marche pas qu'avec les jambes. Hein, les jambes ne sont que la mise en route d'un désir de marche. C'est notre cerveau qui commande, et c'est d'une complexité remarquable. Et donc, plus on entre dans le processus de marche, plus on se rend compte que c'est compliqué. On est des bipèdes, hein, donc l'homme s'est relevé il y a quelques millions d'années. Et en fait, la marche, c'est le rattrapage permanent d'un déséquilibre. On n'est pas des flamants roses, on n'est pas des hérons, on ne peut pas rester longtemps sur une jambe. Et donc la marche, c'est le rattrapage permanent des équilibres. Et on le voit chez les petits-enfants qui commencent à marcher, il fait un pas, puis pouf, il tombe. Il fait un deuxième pas, pouf, il tombe, et à un moment donné, il rattrape son équilibre, et donc on le voit sur le sourire, et ça y est, il a rattrapé le déséquilibre de la marche. Bon, c'était un petit tour pour expliquer qu'on ne marche pas qu'avec
les jambes, et Cynthia l'illustre parfaitement, c'est un moyen de faire travailler le cerveau. Alors pourquoi moi je suis allé au pôle Nord à 40 ans? J'avais envie d'exister. Vous voyez, j'avais fait beaucoup d'expéditions avant, beaucoup. J'avais fait la course autour du monde avec Tabarly, comme on l'avait évoqué, à la face nord de l'Everest. J'avais fait beaucoup de choses. J'étais médecin d'expédition et à un moment donné, je me suis dit, peut-être maintenant, je vais faire la mienne. Vous voyez, expédition. Et donc, le pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire parce que techniquement, c'est simple. Tirer un traîneau, c'est un truc ordinaire. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire 15 mois de stage pour apprendre à tirer un traîneau. Là. Donc ça, c'était la base. Et ensuite, j'avais une compétence de campeur. Il faut être un super campeur pour le pôle Nord, parce que les conditions de camping... Voilà. Et puis, c'était mon histoire, mon pôle Nord. Et donc, j'y suis allé. C'est vrai que ce sont des conditions difficiles. Et pour vous répondre, je profite qu'il y a une psychanalyste à côté de moi pour lui dire des choses simples. Cynthia, j'avais envie d'abandonner tous les jours. Et je me cherchais une bonne raison d'abandonner, comme quand on a commencé quelque chose qui vous dépasse, qui est trop complexe, et je me disais, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, revenir sur une civière à un héros, que non pas revenir en disant, il fait trop froid. Ce qui était préjudiciable pour ma future carrière. Donc voilà, les pas simples ont été pour moi l'occasion d'aller au pôle Nord. C'est un geste extrêmement simple, la marche, c'est le premier pas de l'autonomie, de la liberté. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, pardon? Voilà, vous ouvrez un chapitre énorme. J'ai lu énormément de choses, le cholestérol, le diabète. L'infarctus du myocarde aussi, 30 minutes par jour, moins 20% de risque, c'est ça, vous confirmez? Je vais vous en parler. Cynthia d'abord. Alors, effectivement, je pense que côté santé, c'est essentiel, et à la fois côté santé physique et côté santé psychique. Et je pense que ce qui est assez merveilleux dans la marche, encore une fois, moi j'ai un usage très particulier, je marche tous les jours, je traverse les villes, je pense en marchant, etc. Et c'est mon premier moyen de locomotion. En revanche, puisque j'ai aussi marché de façon plus technique, sportive, et j'aime pas spécialement ça. J'aime pas spécialement ça parce que précisément, ça vient me voler un espace de liberté, d'être, une manière d'être, parce que tout d'un coup, quand on marche de façon plus technique, sportive, etc., des enjeux de survie, de faire attention à ses chevilles, de ne pas se tordre ceci, cela, c'est ça qui prend la main. C'est ça qui prend la main, parce que si vous ne faites pas attention, immédiatement, vous vous faites mal. Donc moi, ça m'intéresse moins, puisque le but, c'est précisément d'écrire la page suivante. Donc ce n'est pas du tout de m'occuper de mes chevilles. Donc, résultat, je choisis des terrains très simples, qui s'appellent des boulevards, des avenues, des rues. Et ce qui est merveilleux dans la marche, parce que moi j'aime les villes, bon, j'aime bien sûr la nature, mais j'aime beaucoup les villes, et c'est vrai que je trouve que c'est la meilleure façon d'apprécier la beauté, tout simplement la beauté d'une ville. C'est un sentiment de liberté, c'est une vraie connivence avec son biorhythme, parce qu'on marche exactement comme on veut. Moi, j'ai une marche un peu rapide, mais qui précisément est quelque chose qui vous emporte. Hein, c'est une espèce de dynamo intime. Et donc, oui, au niveau de la santé, ça vous permet de ressentir votre corps, en tout cas quand vous êtes mobile de façon basique. Hein, ça vous permet de ressentir votre corps sans sa pesanteur. Ça vous permet d'avoir un rapport au corps réel, mais effectivement sans le sentiment d'avoir un corps qui vous embarrasse. Et soudainement, vous redécouvrez que, tiens, le corps, ce n'est pas que de l'embarras. Ce qui était important pour moi, parce que j'avais un rapport au corps très désincarné. Et donc, la marche, c'est une manière de saisir le corps sans, encore une fois, être ennuyé par ce corps. Parce que tout d'un coup, il marche, il nous permet de nous déplacer, il nous permet de faire quantité de choses. Puis alors en plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un pied de nez à la rationalisation économique. C'est un double pied de nez parce que la rationalisation économique aime quantifier chaque chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est terrible. On est le nombre de pas, de ceci, de cela. Là, il y a mon directeur de conscience qui s'appelle le curé, le père iPhone. Voilà, tu as fait 5585 pas. Oui, c'est pas assez.
Ah bah c'est nul, c'est même absolument mauvais. Donc voilà, bon c'est comme ça. Donc maintenant tu sais que tu es mauvais, c'est écrit. Donc non. D'ailleurs sur les philosophes ont beaucoup, bien évidemment, écrit sur la marche. C'était une grande figure représentative de l'intellectuel avec Benjamin. Walter Benjamin a écrit sur le flâneur, etc. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui flâne, mais en revanche, je suis quelqu'un, effectivement, qui pense grâce à cette donnée et encore une fois, qui déplie. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire qu'on déplie un raisonnement et c'est vrai que, je disais sur cette question de rationalisation économique, le temps, on a quand même un monde qui nous vole ce temps, qui nous vole la capacité de définir le temps. Tout d'un coup, quand on marche, on récupère du temps pour soi. Et pourquoi je dis double pied de nez? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas à Paris, très souvent, on va plus vite en marchant. Et donc, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas fait pour ça. Ce n'était pas fait pour aller vite. Hein, c'était au contraire plutôt pour aller au juste rythme. Voilà. Et surtout, utiliser ce temps des trajets pour penser. Donc c'est quand même tout à fait épatant. Mais en plus, maintenant, on redécouvre, grâce à cette folie délirante des voitures, etc., que marcher, très souvent, ça nous permet d'avoir une cinétique, une vitesse tout à fait efficace. Oui, pour la santé, alors, c'est évident, ça dépend à quel rythme, mais je vous ai évoqué tout à l'heure ce que c'était que la marche. Tout un système neurologique est à l'œuvre. Une expérience qui a été faite par des Anglais qui ont pris une population de personnes de 60 ans à qui ils faisaient faire 3 fois par semaine 40 minutes de marche. C'est quand même conséquent. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'hippocampe, alors l'hippocampe, ce sont des cellules qu'on a dans le cerveau. On ne sait pas très bien, mais on pense que c'est ou un stockage ou un codage de la mémoire. Et donc, avec l'âge, l'hippocampe rétrécit, on perd ces cellules, effectivement. Et cette expérience de marche a permis de se rendre compte que l'hippocampe, au lieu de diminuer de volume, reprenait son volume. Donc, c'est important, vous voyez, ça va se situer sur des choses que l'on ignore, mais là, je vous parle quand même d'une marche qui était assez constante et rapide. Moi, j'avais appris en médecine qu'on avait, à la naissance, on avait une quantité de neurones donnée et qu'avec l'âge, on en perdait. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une plasticité cérébrale et du système nerveux qui fait qu'aujourd'hui, on en récupère beaucoup. Alors, la marche, c'est éminemment simple à mettre à l'œuvre. Et si vous décortiquez, je l'ai évoqué tout à l'heure, regardez ce qui se passe quand vous descendez un escalier, par exemple. Hein, c'est tout con. Mais descendre un escalier, ça veut dire que votre regard a apprécié la hauteur de la marche. Vous allez poser le pied, vous n'allez pas le poser là-bas, quoi. Hein. Vous allez le poser au bon endroit. Il y a des muscles qu'on appelle agonistes et antagonistes, c'est-à-dire ils ne vont pas vous envoyer là-bas, mais là. Donc tout ça, c'est un système nerveux autonome, un système nerveux volontaire qui est à l'œuvre. Et mine de rien, la marche, toutes ces marches-là font marcher tout ça. Vous vous baladez avec, vous allez à une randonnée, vous arrivez devant un petit ruisseau, il va falloir sauter. Votre corps, votre mémoire a déjà analysé, elle sait le sol qu'il y a de l'autre côté. Vous allez sauter, vous allez encore une fois sauter au bon endroit, et si ça se trouve de l'autre côté, ça glisse un peu, mais tout un système nerveux va rattraper l'équilibre, même si le sac vous emporte. Donc vous voyez, je fais exprès de décortiquer tout ce qui se passe dans un geste simple qui est la marche, pour vous dire qu'il n'y a pas que les jambes qui avancent. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'infarctus, quand vous commencez à accélérer la marche, que vous faites une randonnée vers le Pic Saint-Loup de mémoire, ou le Caroux, s'il y a du dénivelé, votre cœur va commencer à battre plus fort. Vous avez le système respiratoire qui va s'accélérer, vous allez laver vos bronches, lessiver vos bronches par tous les miasmes que l'on a pris en ville, en accélérant tout simplement la ventilation pulmonaire. Et voilà, donc autre chose aussi donc Cynthia elle a justement évoqué que c'est une forme d'antidépresseur, la marche. Vous avez peut-être entendu parler de la sérotonine, qui est cette hormone de la sérénité, comme son nom l'indique, et qui est essentiellement synthétisée chez nous par l'intestin. Et la sérotonine ne passe pas la barrière
Elle ne va pas au cerveau. Et c'est au cerveau que ça se passe, la sérotonine, la sérénité. Et donc on s'est rendu compte que donc, cette sérotonine, il faut un précurseur, le tryptophane, qu'on trouve dans une quantité d'aliments que peut-être vous avez vu certaines personnes, voilà, qui est une forme d'antidépresseur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça permet, le tryptophane, de sécréter de la sérotonine qui va effectivement agir, le piégeage de la sérotonine, comme les antidépresseurs. Donc vous voyez, c'est remarquable tout ce qui se cache derrière la marche. Oui, pour juste aller dans ce sens-là, donc moi effectivement j'ai aussi des patients, mais en tant que psychanalyste, et c'est vrai qu'il y a deux choses. Je le dis souvent, mais quand vous êtes en dépression, vous avez une atteinte, vous avez quantité d'atteintes, mais vous avez une atteinte sur la base de ce qui fait un être humain, c'est-à-dire son rapport à l'espace-temps. Et donc vous avez une atteinte sur la capacité de mobile, de faire espace, et donc très souvent vous êtes couché, ou en tout cas vous n'arrivez plus à marcher, et c'est typique de l'atteinte dépressive. Et vous avez également une atteinte dans le temps, parce que très souvent vous n'êtes pas non plus capable d'aller dans votre passé, sans vous écrouler en pleurs ou tout simplement en disant je me souviens de rien, je suis au courant de rien, et vous n'êtes pas non plus capable de faire un travail de projection dans l'avenir. Or, un être humain en bonne santé, c'est un passe-muraille, c'est-à-dire qu'il voyage dans le temps et il voyage dans l'espace. Et c'est ça qui vient signifier sa bonne santé physique et mentale. Donc c'est tout sauf neutre. Donc, dès que vous avez une... Et c'est tant et si bien que c'est important de saisir ça, c'est que bien évidemment, quand vous êtes en dépression, vous allez avoir tendance à ne plus bouger ou bouger moins, etc. Ça, c'est très clair. Mais dans l'autre sens, si de manière un tout petit peu autoritariste, vous dites à votre patient de s'obliger, donc vous l'obligez, vous, comme un exercice comportementaliste, vous l'obligez tous les jours à faire le tour de ceci, de cela, etc., comme un exercice, sans motivation, et bien petit à petit, au bout d'un certain temps, il y a un phénomène de sérotonine qui se remet un peu en place et qui est véritablement, qui va donner un bénéfice tout à fait important. Et donc ça paraît comme ça, arriver de nulle part. Et en fait, c'est quelque chose qui, encore une fois, est très très efficace non pas pour tout régler, mais pour aider, pour mettre une dynamique de résilience, on va dire, dans le sujet. Et est-ce que toutes les marches se valent, à la fois pour la tête et pour l'esprit? C'est-à-dire, on évoque la marche en ville, la randonnée, donc différents types. Est-ce que même si on passe 3 heures dans un centre commercial, on va en percevoir les bénéfices? Ou est-ce que ce qu'on appelle le piétinement, c'est pas terrible? C'est pas de la marche, c'est se déplacer avec son caddie. Ça, c'est quand même pas une marche. Mais il y a un rôle social, pour rebondir ce que dit Cynthia, il y a un rôle social de la marche, on le voit bien. C'est une façon de renouer quand on est un petit peu isolé pour n'importe quelle raison. Les randonnées en groupe sont intéressantes parce que ça fixe un objectif. Vous voyez, quand vous n'êtes pas capable de vous tenir à l'objectif, ce qui est bénéfique, oui, c'est de se fixer un objectif. C'est-à-dire, à partir de demain, j'habite aussi à Paris, je faisais du scooter, je n'en fais plus, et je me suis dit, je vais marcher, donc je marche. Les escaliers du métro, je ne prends plus le truc électrique, je marche, tant que je peux, je marche. Ça m'a fait du bien au dos, d'ailleurs, je pense que c'était le scooter qui était mauvais. Et donc, je reprends sur cette notion sociale. Moi, j'ai découvert ça beaucoup chez mes parents. Alors, ce qui est drôle, c'est que les retraités marchent aussi le dimanche. Et donc, par habitude, je ne sais pas quoi, ils ont le truc. Mais je vois le jeudi s'appeler « Allô, Maryse, où est-ce qu'on va dimanche ?» Donc, on va là, j'amène la carte, tu amènes le sandwich, on se retrouve où? Ça crée du lien social, la marche, et c'est quelque chose qui est très bénéfique pour les personnes qui sont souvent isolées ou en difficulté. Et après, vous avez créé un groupe qui va pour vous, effectivement, au moins au début, vous fixer des objectifs. Et concrètement, en quoi la marche aide-t-elle à penser? Là, j'essaie de vérifier l'hypothèse de Cynthia, qui dit qu'elle réfléchit en marchant, mais est-ce que le cerveau marche vraiment mieux quand on marche? Parce qu'on pourrait penser spontanément qu'il y a peut-être moins de sang au cerveau, j'en sais rien, parce que les muscles accaparent. Rousseau disait « Je n'ai jamais autant réfléchi, autant me sentir bien
qu'en marchant seul. Bon, c'était un grand philosophe. Oui, bien sûr. Nietzsche considérait que c'était un péché contre l'esprit que de ne pas avoir testé et de ne pas avoir créé une pensée précisément par la marche, c'est-à-dire hors de la marche. Bon, donc ça, c'est des formules, mais si vous voulez, l'expérience, elle n'est jamais aussi unique. Aujourd'hui, de toute façon, les neurosciences disent les deux. Donc comme ça, tout le monde est content. Les neurosciences disent par exemple qu'on a en partie tort sur tout le niveau de l'épistémologie naïve, donc les questions de première aperception des mathématiques, de la langue, des mots, etc. D'obliger les enfants à s'asseoir, à ne pas bouger, alors que chez eux, très souvent, la découverte de l'apprentissage, du mouvement, tout ça est assez coordonné, et d'obliger à scinder tout de suite n'est pas nécessairement une bonne chose et empêche précisément un sentiment d'apprendre. Et que donc, au contraire, il faut plutôt aller travailler sur des mobilités et des apprentissages cognitifs liés, plutôt que de forcer un petit garçon, une petite fille de 2 ans qui précisément apprend le monde avec son corps, avec son esprit, tout d'un coup de se mettre dans des postures qui ne sont pas encore intégrées socialement, comprises et pas spécialement plus efficaces. Donc vous voyez, bon, et puis bien évidemment, après, on sait aussi que c'est pas mal aussi quand on veut écrire, de se poser quelque part, que la concentration, c'est aussi tout d'un coup une ressaisie de son corps, etc. Mais on sait très bien que si on passe sa journée à table sans jamais se bouger et relancer son corps et remettre, comment dire, de la régénération du souffle, on aura une pensée, on aura déjà mal à la tête, donc ça c'est un premier point, mais on aura en plus quelque chose qui est, oui, qui se fatigue. Donc, pour le coup, pour ma part, moi je sais plus, je l'ai pas fait comme méthode, je l'ai fait parce que c'était comme ça, c'était presque instinctif. Et tu t'arrêtes pour prendre des notes au milieu, c'est ça? Alors, moi, très simple, j'ai une espèce de blouse et j'ai un carnet dans une poche. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la très grande technicité. J'ai un stylo et donc une paire de lunettes. Et donc, voilà, je marche. Et puis, effectivement, je déroule. Je suis là généralement en train de chercher un concept ou je sais pas quoi, et puis je vais faire les étapes. Je vais faire ce qu'on appelle les bullet points et les choses comme ça, et puis je vais chercher dans ma tête où est le corpus de ce que je suis en train de et puis hop, j'écris, clac, et puis je continue. Voilà, moi je fais comme ça. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça. Mais quand même, vous êtes assez minoritaire, les écrivains ou philosophes qui pensent réellement en marchant. Il y a Nietzsche, il y a toi. Et on en parlait tout à l'heure, François Bayrou également, qui apparemment réfléchit à ses discours en marchant. Donc vous êtes 3, Nietzsche, Bayrou, Cynthia Fleury. Je trouve que ça colle pas mal. Pourquoi est-ce que les autres, ils écrivent assis quand même? Parce que les plus grandes œuvres, la plupart ont été écrites D'abord, je assis. suis pas du tout sûr qu'on soit si peu nombreux. Je pense que la majorité d'entre nous faisons cette expérience simple de la naturalité, entre guillemets, de la marche qui se conjugue à la naturalité de la pensée et du raisonnement. Et c'est tellement naturel qu'on l'oublie. Voilà, je pense que c'est simplement ça, et que nous sommes souvent simplement dans un effacement, voilà, du fait que nous avons pensé, nous avons réglé quantité de choses, etc. Il y a énormément de gens qui utilisent la marche comme, au contraire, un lieu d'anticipation du rendez-vous qu'ils vont, comment dire, avoir, etc. Ils se rejouent la scène précisément au moment où ils marchent. Donc, sincèrement, je crois qu'on est tous, sauf peu nombreux, sur ce point-là. Mais ça sert à réfléchir mieux ou plus vite? Est-ce qu'on réfléchit plus vite ou plus lentement? Vous aviez posé une question sur les formes de marche. Absolument. Oui. Et même marche rapide, marche nordique, on parle beaucoup de marche nordique. Oui, marche nordique un petit peu plus rapide. Je pense que toutes les formes sont bonnes. C'est un engagement physique qu'il faut faire, et on fait en fonction de sa forme physique, de sa capacité à se mobiliser, c'est vrai. Donc la marche toute simple, la randonnée toute simple. Il y a la marche nordique, avec des bâtons. C'est bien la marche nordique, c'est un petit peu plus vite, ça se rapproche d'une activité plus sportive. Puis ça fait marcher aussi le buste, ça fait marcher les muscles du thorax, ça dégage les poumons. C'est toute une chose comme ça. Donc, ensuite, j'ai redécouvert aussi, il y a une marche dans l'eau, ça porte un nom que j'ai oublié.
de l'eau jusqu'ici, là, à marée basse, et donc on marche avec nous. Il est évident que ça génère un effort physique important. Donc je pense que c'est pas la peine de se lancer dans des marches avec des objectifs complexes, quoi. Il faut faire ce qu'on a, et puis si on y prend goût, ma foi, c'est important de continuer. Je crois que la marche, si vous voulez, c'est la liberté. Donc, on a évoqué, j'ai écrit un livre sur la marche. Quand un éditeur me l'a demandé, il m'a dit, vous qui avez marché, vous pouvez écrire sur la marche, vous êtes docteur. J'ai commencé, puis je m'ennuyais avec ce livre. Et puis à un moment donné, j'ai commencé par réfléchir à la première marche que j'ai faite. J'étais parti, moi j'habitais à Castres dans le Tarn. Avant j'étais dans un village, on était venu à la ville, je m'ennuyais copieusement et un jour j'ai fait une fugue. Je suis parti de la ville, j'ai fait 13 km à pied, j'avais justement 13 ans. Et en écrivant, je me suis rendu compte que c'était mon premier outil de la liberté. Mon premier outil de liberté, c'était extrêmement simple. La marche était un simple. Et il faut le conserver, c'est une autonomie d'autonomie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on voit les personnes en difficulté avec leurs poussettes qui vont chercher les trucs, puis tant qu'on peut rester dans la maison, aller du fourneau au frigo, etc. Et donc jusqu'au bout, c'est important. C'est la chose la plus simple qui permet d'aller jusqu'au bout en autonomie de déplacement. Alors, pour tout à fait aller dans le même sens, c'est vrai que ça, déjà, on l'expérimente de façon individuelle, parce qu'on n'a absolument besoin de rien pour marcher, si ce n'est effectivement une santé minimale qui fait que le corps est à peu près en place, mais c'est tout. Donc cette frugalité, entre guillemets, des moyens, c'est déjà la liberté. Ensuite, vous avez un rapport où, c'est très simple, c'est ce que dit Thoreau, vous avez le monde là, autour de vous, sans aucune obligation de possession, donc c'est merveilleux, et en totale jouissance. Donc c'est toujours assez rare de pouvoir bénéficier, surtout aujourd'hui où il y a de la propriété partout, c'est quand même... La marche vous fait redécouvrir comme ça cet inappropriable. Et d'ailleurs, tous ceux et je dirais ça pour la troisième chose que je voulais dire sur la question des marches, toutes les marches politiques, c'est pas neutre, bien évidemment, que les peuples se rassemblent, font des marches et construisent bien évidemment une façon métaphorique comme ça par la marche, indépendamment du fait de dire on se met en mouvement vers notre autonomie aussi collective. La marche, c'est aussi un très 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 grand symbole politique et pas simplement une question de santé, une question cognitive, etc., ou un lien social. C'est quelque chose qui fait que soudainement, vous avez un sentiment que non seulement il y a un horizon physique, mais il y a surtout un horizon historique, spirituel, et voilà. Et tout ça avec rien, simplement soi. Effectivement. Alors on va passer aux questions du public. Je voudrais juste citer une petite réflexion pour aller dans le même sens de Simone de Beauvoir qui raconte dans La Force de l'âge que Sartre était parti en croisière en Norvège avec ses parents et qu'elle s'était mise à marcher elle, et elle raconte ça et elle termine en disant « j'étais moi-même ». C'est terminé comme ça. La marche, c'est elle soi-même. C'est tellement simple. Peut-être vous voulez poser des questions. Non, mais je vous en prie. On écoute peut-être juste la réaction à la citation d'Étienne et on prend tout de suite donc les questions du public. C'est Simone de Beauvoir, c'est pas moi. Mais non, un jour c'est peut-être. Votre citation. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Bien compris. Je fais des éditos dans le point. La marche, c'est la bonne vitesse du regard. La marche. Quand vous marchez, vous voyez, vous pouvez vous arrêter. C'est d'une façon de découvrir les choses qui est avec un minimum d'investissement. Quand vous allez vous balader dans la nature, il faut arriver à ce que la nature ne soit pas que le décor, mais à un moment donné qu'on soit soi-même la nature. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Et pour y arriver à ce genre de choses, il faut effectivement que le regard soit complice. Effectivement, et petit à petit, on entre. On n'est plus dans le décor, on est soi-même la nature. On va peut-être prendre des questions du public. Je pense que ça permettra aussi de réaborder ces questions. Oui, monsieur. Bonsoir, Jean-Marie Leclerc. Moi, je suis un marcheur de compétition, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Je suis quand même un peu étonné qu'on valorise autant la marche. Or, par rapport à notre système de vie que vous connaissez tous,
On n'apprend plus à marcher, ce n'est plus devenu un acquis social. Qui marche aujourd'hui? Ce sont les gens depuis 60 ans, 65 et 70. Les jeunes ne marchent plus, quand on ne parle même pas des gens qui ont le nez dans leur portable. Donc on ne va pas parler de là qu'on va faire de la marche. Je suis désolé, aujourd'hui, on n'apprend plus à marcher aux jeunes. Ce sont les anciens, les aînés, les seniors, tout ce que vous voudrez qui marche. Et il n'y a personne d'autre qui fait ça. Merci. Alors, un chiffre, justement, que j'ai sous les yeux. En 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. Il faut s'en inquiéter? C'est-à-dire que dans ce même temps, beaucoup d'autres choses qu'ils ont perdues. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement... la marche n'est pas que... c'est un symptôme parmi d'autres. Mais c'est vrai que nos vies se sont transformées. Et encore une fois, la marche qui était ressentie, l'éducation physique, etc. Bon, c'est toujours une bataille, tout à fait. C'est une bataille, mais qu'on peut mener pour, on le sait très bien, pour faire en sorte que les plus jeunes d'entre nous, qui sont précisément dans un rapport... où ils ont un sentiment, non pas de toute puissance de leur corps, mais en tout cas, ils ont un sentiment essentiellement de santé. Et c'est vrai qu'on découvre, hélas, souvent, un peu tardivement, quand on a eu ces premières crises de lumbago, quand on a eu ces premiers véritablement soucis asthmatiques, etc., ou cardiovasculaires, que tiens, il faut s'occuper de soi et il faut notamment s'occuper de son corps. Et c'est vrai que le souci du corps, hélas, étonnamment, vient avec l'âge. Le souci de la santé vient souvent via la maladie, etc., etc. Ça fait partie des paradoxes, mais de là à dire que c'est disparaissant intégralement, pas nécessairement, et encore une fois, c'est pas une fatalité. Je veux dire par là que, pour faire la petite blague et terminer sur cette histoire des jeunes qui ne marchent pas, vous avez tous vécu, si vous êtes des parents ou si vous êtes des grands-parents, un moment un peu rigolo et charnière il y a 2 ans avec l'arrivée des Pokémon. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, des Pokémon virtuels, où là tout d'un coup, vous avez vu l'intégralité des grands-parents avec leurs petits-enfants et les parents partir faire une chasse aux Pokémon avec effectivement, c'est vrai, les mômes comme ça, mais qui tout d'un coup redécouvraient qu'effectivement ils étaient des bipèdes. Merci. Une autre question? Oui, bonjour Madame Gouly. Voilà, j'étais intéressée par l'observation que vous avez dit, cher monsieur. On ne marche pas avec les jambes, c'est le cerveau qui fonctionne. Alors moi, j'aimerais vous interpeller sur la maladie de la sclérose en plaques, une maladie que j'ai dû à de nombreuses reprises auprès d'un proche accompagner jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que parmi vos patients, vous avez ce type de maladie? Quelle évolution et y a-t-il des fragilités derrière? À savoir que vous parliez de sérotomie et que effectivement c'est le cerveau. Et là, c'est une maladie des nerfs, etc. Oui, voilà, merci. J'ai dit qu'on ne marche pas qu'avec ses jambes. Il est évident, on a besoin des jambes pour marcher, mais la commande, elle est cérébrale. On ne va pas entrer dans les détails de ce que vous vivez chez vos proches, mais il est évident que la sclérose à plaques est une maladie qui contraint terriblement la marche. Et en fait, d'une manière générale, c'est quand on voit qu'on en est privé qu'on se rend compte que c'est un luxe formidable de pouvoir profiter de ces 2 jambes pour se déplacer. Vous avez raison de dire qu'on évolue vers une société de cul de plomb. L'homme s'est redressé. Le fait qu'il se redresse donc a libéré ses bras. On est devenu des manuels homo faber, fabriquer des outils, etc. Et puis on arrive aujourd'hui où tout est réglementé, calculé, expertisé, numérisé, etc. Et donc on s'assied. Et donc je suis d'accord qu'on évolue vers, j'appelle ça une société de cul de plomb. Et on se réveille, en fait, on lève le cul quand on a terminé son travail, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, vous avez raison. Mais ça y est, on devrait Moi j'ai atteint l'âge de la retraite. Et alors, il y a un seuil, on s'en aperçoit parce qu'on reçoit une invitation pour une coloscopie annuelle. Hein, vous le savez, hein? On reçoit des publicités pour les fauteuils qui montent électriques, assurance obsèque,
Mais il n'y a pas la marche. Un des derniers que j'ai reçu, alerte prostate. Ah. Alors, et il n'y a rien sur la marche, vous avez tout à fait raison, sauf effectivement les personnes qui sont concernées par ce que je dis sont déjà des acteurs de la marche. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour. Non, moi, j'ai pas vraiment de question. C'est plus un mini droit de réponse à la personne qui s'inquiétait quant à la marche pour les moins de 60 ans. Donc, j'aimerais la rassurer pour lui dire que moi, personnellement, j'adore marcher. Je connais beaucoup de jeunes qui aiment aussi marcher, pas seulement pour l'activité physique, mais aussi pour se retrouver. Parce que, comme expliquait justement la personne qui est sur la scène dont j'ai oublié le nom, c'est vraiment un moment pour réfléchir aussi, pour être avec soi et rien qu'avec soi dans ses pensées. Et voilà. Donc je sais qu'elle m'entend, cette personne, donc soyez rassurés et bonne soirée à vous. Merci à vous. Et bravo. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Oui, bonsoir. C'est une Bonsoir. petite question technique pour le docteur Étienne. J'ai lu une étude sur la réduction, voire la suppression de certains types de diabète lorsque, entre autres, je pense que c'est plus compliqué que ça, on marchait régulièrement. Voilà, c'est une question que je voulais poser au docteur Étienne. Oui, aujourd'hui, le diabétique est vraiment libéré. Aujourd'hui, on arrive effectivement à faire un traitement qui est extrêmement facile à suivre. Moi, j'ai accompagné des gens à l'Everest, vous voyez, qui étaient des diabétiques, des gens qui ont fait les derniers 100 km vers le pôle Nord parce qu'ils en avaient envie. Donc, on arrive aujourd'hui avec les traitements déambulatoires très faciles, pouvoir concilier facilement le diabète et la marche. Oui, et puis je voulais juste aller dans le même sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, de plus en plus, on considère dans le soin qu'il y a une véritable culture préventive à mettre en place et que la marche est un des éléments essentiels dans cette culture préventive. Et c'est vrai que la France est assez faible, hein. On a on a moins d'1% qui est dédié, à la prévention. Donc là, il y a une très très belle marge de progression, sans parler du fait que la marche est quelque chose dans le préventif et notamment, on a parlé tout à l'heure au niveau des maladies chroniques. Et puis, vous allez sans doute le voir avec les objets ici connectés, la question de la réalité virtuelle. On utilise aussi ceux qui sont déficitaires au niveau moteur, où on utilise la réalité virtuelle, soit pour aider et faire de la rééducation et permettre éventuellement de continuer de marcher, de mieux marcher ou de s'imaginer même marchant. Et il y a même des travaux, on commence à avoir pas mal de travaux là-dessus, réalité virtuelle et tout ce qui concerne les perceptions de membres fantômes. Donc on voit que demain, malgré tout, on essaye de se nourrir aussi de ce que neurologiquement il se passe quand on s'imagine marcher et pas simplement quand on a la chance de pouvoir marcher. Merci infiniment. J'ai rêvé que je marchais. Merci à tous les deux. Merci, bravo. Merci infiniment. Vous pouvez Bravo, les applaudir. on peut vraiment vous applaudir. Merci.